phénomènes de réseaux sociaux sont tout à fait intéressants. Vous avez des formations, dites d'intercompréhension, où les gens mélangent les langues romanes, et chacun parle dans sa langue. Et il y a sûrement de gens intermédiaires, vous comprenez à peu près, par écrit, un peu par oral, pour communiquer avec d'autres. Et en gros, l'échange, petit à petit, peut se faire. Donc vous arrivez à des formes de communication, même sans maîtriser la langue. Et depuis très longtemps, l'idée d'avoir des traducteurs automatiques fait que tout apprentissage de langue et d'un pays commence d'abord par l'apprentissage technique de la langue. Et après, on aborde la civilisation. Quand on a des traducteurs, on peut commencer par la civilisation, puisqu'on aura de l'aide technique sur la traduction. Et on peut mélanger les choses. Ça change l'ordre dans lequel on va apercevoir les choses. Voilà, la distance cognitive aussi, ça c'est des phénomènes d'accompagnement, c'est-à-dire on peut penser à des personnalisations, c'est-à-dire effectivement des choses qui tiennent beaucoup plus compte de ce que font les apprenants. Ça reste complexe, ça reste l'une des grosses difficultés de toute éducation. Après, derrière les plateformes que vous pouvez utiliser ou d'autres choses, il y a toujours des questions liées à cette distance. Le sentiment de présence a été bien analysé, c'est quelque chose de très important qui demeure très difficile. Et bien sûr, on crée des illusions pour donner ce sentiment de présence. On affiche le nombre de personnes qui sont co-connectées, etc., ou on crée des choses qui vous donnent cette illusion de présence. Parce que c'est nécessaire pour les gens, ou on fait des groupes pour faciliter l'interdépendance positive, pour faciliter finalement le fait de se sentir dans un groupe qui participe à quelque chose en formation. Et l'une des choses très difficiles de l'enseignement à distance, c'est que quand vous êtes en présence, vous pouvez très facilement désigner des choses. C'est-à-dire que vous avez un langage corporel, vous avez plusieurs moyens d'échanger des choses. Si je vous désigne la porte, je vois mon doigt, vous êtes tous là et on désigne la même chose. Vous savez ce que je peux désigner. À distance, vous ne savez pas ce qui se passe. C'est-à-dire vous ne savez pas ce que voit la personne derrière. Donc tous les phénomènes de désignation de référence sont extrêmement complexes à gérer. Et tout ça, ça pose là encore des choses tout à fait délicates. Passons à un deuxième élément qui sont les technologies du savoir. Alors, juste pour rappeler les choses, pour qu'on soit à peu près d'accord, bien sûr, on sépare bien tout ce qui est données, informations, savoir, connaissances. Alors, les choses sont souvent proches, il est important de bien les différencier. Une donnée, c'est l'aspect minimal, je veux dire, voilà, je ne vais pas passer plus de temps, c'est ce qui peut être géré par des systèmes, en gros. Une information, c'est un ensemble de données qui est mis en forme. C'est tout. Mais l'information, elle a besoin d'être interprétée par une machine, par un humain, par un collectif, par ce que vous voulez. C'est la notion de base. Le savoir, c'est quelque chose qui est forcément le résultat d'une action collective et d'une action de transcription. Le savoir, il a quelque part été, mis sur un support externe. Le savoir n'est plus dans les têtes des gens. On a fait un effort justement pour le faire exister ailleurs, pour l'écrire, le transcrire. Et les modes de transcription du savoir, ils sont en train de changer. Ça, c'est un point très important. Mais il faut qu'il soit transcrit, et il faut que derrière, il y ait un collectif pour attester qu'ils sont d'accord sur ce que c'est ce savoir. Ça peut bouger. Toutes les communautés scientifiques ont des théories qui bougent. Ce qu'on sait ou ce qu'on dit maintenant, dans 5 ans, ça peut être remis en question. Mais à un moment donné, il y a un consensus sur des éléments de savoir. Et pour assurer ce consensus, il faut qu'il soit écrit, transcrit de manière externe, que chacun puisse y accéder. Et c'est le collectif qui assure la qualité du savoir. Le connaissance, c'est ce qu'on a nous dans les têtes. C'est autre chose. C'est autre chose. On a besoin d'un processus pour justement transformer ces informations, s'approprier le savoir pour le rendre sien. C'est un autre processus. Si on dit ça, ça veut dire que stricto sensu, il n'y a pas de connaissance sur Internet. Sauf chez les humains, d'autres humains. Il y a des informations, il y a du savoir, justement. Puisque ça a été transcrit, on peut accéder à ça. Mais il nous reste tout le processus de reconstruction personnelle de ces savoirs, de ces informations, pour en faire des connaissances qui sont propres. Et on ne peut jamais se passer de ce processus. Ça n'existe pas. Et les processus ne sont jamais aussi simples que ça. Les images que je vous montrais, bien évidemment, elles sont fausses. Je veux dire, créer des connaissances, se construire ses propres connaissances, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça s'élabore, en général pas tout seul. Il faut des gens pour expliciter quelles sont les connaissances ou les savoirs importants. Il faut aussi les éprouver, les discuter. Donc l'aspect social est toujours très important dans les constructions collectives, même si par derrière, les connaissances sont individuelles.
Après, il y a plein de choses sur connaissance tacite, implicite, etc., etc. Voilà. Ce qui est en train de bouger, c'est qu'il y a différents types de savoirs maintenant, et les savoirs explosent. En gros, on avait l'habitude du savoir qui était le savoir détenu par l'université, pour dire vite, hein, ou par les grandes organisations, qui avaient leur propre savoir. Maintenant, on fait de plus en plus attention au savoir de l'amateur. Chaque personne peut se constituer, écrire un savoir qu'il va partager dans des petites communautés et qu'il peut vouloir diffuser, ce savoir. C'est pas parce qu'il n'a pas l'estampille de l'université que c'est pas du tout intéressant. Au contraire, ça peut être très intéressant. Maintenant, il faut comprendre quelle la communauté derrière qui, finalement, met une estampille sur ce savoir, s'il y en a d'autres, comment il a été constitué, comment on peut le juger, le critiquer, le faire évoluer, etc., etc. Mais ces éléments sont maintenant très importants puisque c'est lié à la vie de nos sociétés, du fait de l'informalisation, du fait des réseaux, du fait de tout un tas de choses qui, maintenant, sont présentes. Un exemple, à mon avis, c'est un exemple intéressant à réfléchir, c'est Wikipédia. Parce que ça résume bien. Wikipédia, c'est création en 2001, en 2015, ça fait 14 ans que ça existe. Ça a eu des effets extraordinaires. Hein, je veux dire. Là encore, en 2001, moi j'expliquais ce qu'était Nupédia, hein, le truc qui était prédécesseur de Wikipédia. Bon, j'aurais pas mis ne serait-ce que le petit doigt de ça en disant que ça allait marcher. Hein, je pensais que ça, c'était intéressant, mais pourquoi pas. Voilà, ça n'avait pas grand avenir. On verra bien quoi, des choses, on verra comment ça allait se transformer. Bon, voilà. Maintenant, effectivement, Wikipédia a montré tout son intérêt. L'histoire de Wikipédia est intéressante parce que tout ça, ça repose bien sûr sous un tas de volontés collectives, des gens qui se sont organisés pour diffuser, écrire et diffuser tout ça. Wikipédia n'aurait peut-être pas eu autant de facilité s'il n'avait pas eu le soutien aussi de Google ou d'autres, parce qu'il y a un intérêt très fort de Google à l'existence de Wikipédia. Ça a bien été montré, hein, notamment par Jean-Michel Salin ou d'autres. En tout cas, voilà, maintenant on ne peut plus parler de Wikipédia comme vous pourrez l'imaginer en 2002. Pourtant, il reste les lieux communs. Ça, c'est toujours intéressant. Le lieu commun, c'est les gens qui disent, voilà, c'est simple, Wikipédia, ça ne peut pas être bon, parce que n'importe qui peut modifier ce qui a été fait. Alors, voilà, ça a l'air du bon sens. C'est peut-être du bon sens, mais c'est faux. C'est tout. Il suffit de regarder. Wikipédia s'est très bien résisté aux manipulations de ce type-là. Il est extraordinaire pour ça. Donc, voilà le bon sens que les gens pouvaient avoir, qui finalement est derrière leur réflexion. Il est tout simplement faux. Alors, une fois qu'on a vu que c'était faux, qu'est-ce qui se passe derrière ? Alors, ce qui était intéressant, c'est que pendant longtemps, les gens utilisaient tous Wikipédia, mais de manière honteuse. Hein. C'est-à-dire, voilà, Wikipédia, c'est pas bien, c'est pas fiable, donc on ne le dit pas, mais on l'utilise beaucoup, hein, par derrière. Après, l'autre discours construit, c'est de dire, oui, j'utilise Wikipédia uniquement pour démarrer une recherche, mais après, je vérifie. Personne ne le fait, sauf quand c'est scolairement obligatoire. Hein, je veux dire. On n'a pas le temps, sinon ça ne vaut pas le coup. Donc, je veux dire, les activités, les pratiques effectives sont à l'opposé des discours. Bon, c'est en train de bouger, hein, tout ça. La grande difficulté, c'est qu'on ne voit pas la grande faiblesse de Wikipédia. La grande faiblesse de Wikipédia, c'est qu'il ne peut pas résister à une organisation. C'est-à-dire, si une organisation veut imposer ses idées sur un domaine, Wikipédia aura beaucoup, beaucoup de mal à résister. Parce que justement, la force du nombre, la force du groupe sera considérable. Et c'est le fonctionnement même de Wikipédia. Donc là, la résistance à ça, elle est très difficile. Et ça veut dire qu'il y a d'autres types de fonctionnement à regarder du côté de Wikipédia, qui sont beaucoup plus complexes. Ce qui est intéressant à voir d'ailleurs sur Wikipédia, c'est que les concepteurs de Wikipédia sont de plus en plus instrumentés. C'est-à-dire qu'il y a plein d'instruments qui ont été créés, informatiques, justement pour faciliter l'écriture des articles Wikipédia. Il y a plein de robots qui fonctionnent, qui améliorent l'écriture des articles, etc., etc. Il y a plein de choses automatisées. Et dans un article, il y a au moins une grande partie qui est écrite de manière automatique par des robots. Toutes les vérifications sont faites par des robots, etc., etc. Par contre, les consommateurs sont très peu outillés. C'est-à-dire, pour l'instant, on regarde un article Wikipédia, on n'a pas grand-chose à en dire. Ceux qui ont plus l'habitude savent regarder l'historique, savent regarder les discussions, ils ont d'autres aspects. Et j'avais essayé d'étudier la qualité de Wikipédia, et en gros, il n'y a pas d'étude externe à la qualité de Wikipédia. C'est Wikipédia qui utilise ou qui détermine sa propre qualité. Et maintenant, il fait ses propres labels de qualité, parce qu'on n'a pas de label externe. Mais c'est quand même un peu étrange, cette notion-là. Ils ont eu besoin de ça. Bon, ça a effectivement amélioré énormément la qualité des articles de Wikipédia.
il y a un effet très négatif. L'effet très négatif, c'est que tous les contributeurs se sont professionnalisés. Et maintenant, ils ont des difficultés de recrutement. C'est en partie à partir de ça. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez écrire un article de Wikipédia, c'est pire qu'à l'école. Je veux dire, là, vous allez avoir du rouge partout. On va vous... voilà. Pas vous insulter, mais je veux dire, ce que vous faites n'est pas bon, il manque ça, et ceci, etc. Ce que personne n'oserait faire à l'école. Maintenant, tout de suite, les parents derrière. Mais sur Wikipédia, oui. Donc, ils sont en train de mettre des bacs à sable. Il y a tout un tas de choses pour justement permettre aux contributeurs de rentrer dans le dispositif. Alors ça, c'est des effets qu'on voit sur les trajectoires. Hein. Et ça, c'est pas vieux, hein, entre 2001 et 2015. En une dizaine d'années, vous voyez le changement. Alors l'autre côté, c'est que Wikipédia, c'est très bien, ça vous donne accès finalement à plein de choses. Wikipédia ne construit pas le savoir, hein, c'est très important. Dans les grands principes sous-jacents à Wikipédia, il ne fait que diffuser des savoirs existants. S'il n'est pas écrit ailleurs, il ne peut pas être dans Wikipédia. Hein. Ça, c'est très clair dans Wikipédia. Les gens se trompent. Hein. Il n'y a pas de construction collaborative de savoir. Il y a une diffusion collaborative dans le cas d'un projet encyclopédique qui met à disposition des savoirs qui ont été construits ailleurs et qui sont déjà publiés ailleurs. Sinon, ils ne devraient pas être publiés dans Wikipédia. Ça, c'est un aspect tout à fait important. Bon, en tout cas, Wikipédia s'est construit, il a cet effet-là. Il y a un effet négatif, c'est qu'il a coulé les autres encyclopédies. Et après, il demande effectivement de l'argent pour continuer à exister. Alors vous voyez, cet effet tout à fait bénéfique, mais de l'autre côté, voilà, le fait d'avoir finalement fait disparaître d'autres formes de concurrence, c'est aussi un peu ennuyeux. Et c'est aussi ces phénomènes Internet où celui qui gagne, il gagne tout, quasiment. Il y a peu de concurrents, il y a peu de concurrence qui existe. Et ça, c'est très préoccupant dans tous les systèmes qu'on va étudier. Voilà, et l'un des problèmes, justement, pour Wikipédia, à mon avis, c'est de pallier le manque d'instrumentation que peuvent avoir les utilisateurs de Wikipédia. On n'a pas de bons instruments pour juger la qualité d'un article et pour dire, finalement, je fais confiance ou je ne fais pas confiance. Et ça, c'est très ennuyeux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment se positionner par rapport à ça. Si vous savez déjà le sujet, bien sûr, vous dites, ça je connais, ça correspond à ce que je sais. Mais je veux dire, ça n'a pas d'intérêt si c'est que ça. Si c'est pour renforcer ce que vous savez. Dans le domaine que vous ne connaissez pas, vous êtes obligé de faire confiance. Alors, soit il faut des avis collectifs ailleurs, donc on va retomber sur d'autres choses, soit il vous faut des éléments qui vous permettent d'avoir une idée de la construction même de l'article pour juger de son intérêt. Mais ça, c'est tout à fait nouveau, c'est-à-dire d'avoir finalement une idée de la construction de quelque chose pour pouvoir juger de son intérêt. C'est à l'opposé de ce qu'on faisait d'habitude dans l'édition traditionnelle, où on n'a que le résultat, on n'a jamais les étapes de construction. Maintenant, on n'aura pas quelqu'un d'intermédiaire qui va vous garantir ce que c'est, mais vous avez accès à la construction. Ça fait un changement assez profond dans la manière dont on peut considérer les choses. Alors le savoir, il est où ? Petit à petit, il était d'abord dans les bibliothèques, hein, mais il est en train d'être un peu partout. Hein. Il est dans... Voilà, il peut être vraiment dispersé, et peut-être le monde, maintenant, va devenir sa propre bibliothèque. Quand vous mettez de l'information, par exemple sur les villes, sur les monuments, dans les rues, etc., vous mettez plein de choses qui sont accessibles, justement, via puce RFID, via téléphone portable, etc. Ben, finalement, vous avez mis les informations sur les objets eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle la réalité mixte ou la réalité augmentée. Et finalement, vous n'avez pas des lieux qui vont être des lieux où va être le savoir. Le savoir, il va être réparti sur tous les objets eux-mêmes. Et dans la transformation que l'on est en train de voir, c'est peut-être pour pas mal d'aspects le monde qui devient sa propre bibliothèque. Et c'est pas dans la bibliothèque que vous allez apprendre des choses, c'est en parcourant le monde et en lisant les choses que le monde vous fait lire. Mais c'est en cours, hein, tout ça. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est des renversements tout à fait importants. Après, les phénomènes de ce qui rend compte de ce qui a été fait, voilà. Quand vous prenez l'art éphémère, les gens qui vont modifier les paysages, ça n'est visible que si vous êtes là ou si, justement, il y a finalement une captation, une photo, une vidéo, etc. Et de plus en plus, il y a ça. Ça fait partie du monde du savoir, maintenant, ces captations. C'est pas habituel. Hein. Avant, on était l'écrit qui faisait les choses, ou alors les monuments. Maintenant, on a petit à petit d'autres choses qui font partie de notre capital de savoir. Montrer les gestes, c'est pas monter, hein, c'est montrer, j'ai oublié le R ici. C'est aussi très important, et on l'aperçoit aussi, ça. C'est-à-dire que ça, c'est un gain depuis des années sur la vidéo, c'est-à-dire que la difficulté dans pas mal d'apprentissage, c'est de voir ce qui se passe. On n'avait pas forcément les angles de vue suffisants. Le mettre à distance, pouvoir avoir plusieurs angles de vue, voir ce que font les doigts d'un musicien, ce que font les doigts d'un cuisinier, ben, tout ça, c'est très important.
Et ça, c'est des éléments qui font partie de ces savoirs qui sont en train d'être pris. Ce n'est pas que le texte, justement. Et le texte est insuffisant pour décrire tout ça. Donc il y a une forme d'organisation du savoir qui change. Après, de l'autre côté, c'est de quoi dispose l'apprenant, justement, parce qu'il faut qu'il retraite les informations, c'est ce qu'il aura chez lui, qui aussi compte. Pour l'instant, on a finalement l'impression, on l'a déporté, c'est-à-dire que les coûts d'impression vont de plus en plus chez l'apprenant, c'est une chose, mais après, on va peut-être déporter d'autres coûts, s'il y a des films, s'il y a des choses comme ça. Si on a de l'imprimante 3D, si on a des objets, on va peut-être donner finalement la description de l'objet, et puis la personne aura son imprimante 3D, il aura, lui, faire ses maquettes chez lui. On ne va pas lui envoyer, ce sera un coût moindre ou un coût qui va être déporté. Voilà, et voilà les nouveaux modèles, des ressources éducatives libres, des environnements personnels d'apprentissage. Voilà. Tous ces éléments, ça fait partie d'une transformation qui est liée aux technologies mêmes qui sont liées au savoir et à tout ce qui environne ce qu'on entend par savoir. Alors juste, j'ai laissé en anglais, mais c'est juste ça, cette évolution, c'est aussi l'évolution du livre. On est resté dans la civilisation du livre. Finalement, tout enseignement, depuis l'écriture, l'enseignement, il est à distance depuis l'écriture. L'écriture, elle est là pour ça, permettre de récupérer la pensée de quelqu'un sans qu'il ne soit là. Donc dès qu'il y a ça, c'est réglé. Et on a fondé toute notre école sur le livre, le cahier, etc., etc. Maintenant, la notion de livre, elle change. Et cette expression, j'ai du mal à traduire en français. Voilà. Qu'est-ce qui va remplacer le livre ? C'est des formes, finalement, d'attention partagée sur un certain temps. Les choses sont éphémères, se reconstruisent. Est-ce que cet objet qui existait, puisque c'était un vrai objet, est-ce qu'il va continuer à exister ? Et c'est la notion de cet objet qui fallait le savoir. Parce qu'il était transcrit, il avait un support. Et il était indissociable de ce support. Maintenant que les choses sont beaucoup plus volatiles, peut-être éphémères, il y a bien sûr des choses qui restent. Tout ça, c'est pas... Je veux dire, on ne détruit pas ce qui est fait avant, mais ça se complique, disons, et ça s'hybride avec d'autres choses. Et l'avenir du livre... Voilà, il est en train de bouger. Et ça fait partie des éléments qu'il faut penser quand on pense les évolutions de la formation. Maintenant, j'en arrive aux pratiques sociales. Oui, c'est vrai, il faut peut-être aller vite, juste. Un retour. Donc ça, c'était Jacques Ouellet qui avait repris les dessins qu'avait fait Robida dans son ouvrage sur la vie électrique, où il imaginait bien ce qu'était, il appelait les cours par téléphonoscope, Robida, voilà, avec une jeune qui fait ses cours à distance, voilà, qui met des pantoufles isolatrices, parce qu'on ne sait jamais avec l'électricité, quand c'était fin 19e siècle, voilà, il y a des effets scientifiques qu'on ne maîtrise pas, ou technologiques. Et ce qu'elle raconte, voilà, Estelle, depuis l'âge de 12 ans, suivait les cours de l'Institut de Zurich sans quitter sa famille, uniquement par télé. Précieux avantage pour les familles éloignées de tout centre qui ne sont plus forcées d'interner les enfants dans les lycées ou collèges régionaux. Estelle avait donc fait toutes ses classes par télé sans sortir de chez elle, sans bouger de Lauterbrunnen. Elle suivait aussi de la même façon les cours de l'École centrale d'électricité de Paris et prenait en outre des répétitions par phonogramme de quelques maîtres renommés. Par le malheur, elle n'avait pas pu passer ses examens par télé, les règlements surannés s'y opposant, et devant les maîtres examinateurs, une timidité qu'elle tenait un peu de son père lui avait nuit. Voilà, c'est ce phénomène où on voit bien cette forme acceptable de l'enseignement à distance, avec bien sûr les contraintes que vous avez rappelées tout à l'heure de tout ce qui est certification, examen, etc. Il faut authentifier la personne, il faut que les gens soient dedans, il ne faut pas tricher, il y a tout un tas de sens. Je vous mets en contrepoint tout de suite un autre chose sur les MOOC. Alors ça, il y a beaucoup de trucs sur les abandons, parce que souvent c'est des choses écrites très vite. Il y avait un récit d'abandon sur Internet. Et la personne qui avait fait ça avait un espèce de blog et avait fait un dessin, et à mon avis, le dessin montre bien ce que sont maintenant ces technologies actuelles. Alors ce cours, c'était un cours de composition anglaise, un MOOC qui était sur le site Coursera. Voilà, ça c'est l'enseignante. Et vous voyez, là l'idée c'est qu'il faut donner envie aux gens de s'inscrire au cours. Tout est fait pour que vous ayez envie de vous inscrire. Les photos sont bien faites, etc. Le cours est très bien, il n'y a pas de problème, tout ça. Voilà, ça c'est du côté cours. Maintenant, du côté apprenant, c'est ça qu'il avait écrit. Alors ce qui est intéressant à voir, c'est que vous voyez dans plein de positions différentes. Vous le voyez avec son ordinateur portable. Vous voyez, là il fait un peu de gymnastique, il regarde la vidéo en même temps. Là, il téléphone, mais il regarde aussi la vidéo en même temps. Là, il fait le test. Il est quelque part autre chez lui. Là, il boit son café, ou il s'ennuie, il prend quelques notes, il boit son café, mais il regarde la vidéo. Là, il a même mis, d'ailleurs, en image. Vous voyez, avec un espèce de tableau. Et il est dans la rue, et il consulte aussi ça. C'est-à-dire que, finalement, l'enseignant, il est omniprésent. Il est omniprésent, mais en même temps, il est chez la personne.
Et vous voyez bien, on retrouve chez soi, et on n'est pas avec des pantoufles isolatrices, je veux dire. On est dans la vie quotidienne la plus quotidienne possible. Et les enquêtes qu'on a fait, on a fait quelques entretiens avec des utilisateurs de MOOC. C'est Mehdi Kaneboubi, Isabelle Quentin qui ont fait ça pour l'instant. On est en train d'en refaire. La première chose qui ressortait, c'est que finalement, les gens faisaient ça chez eux et la manière dont ils parlaient de l'enseignant dépendait du lieu où ils suivaient le cours. Il y en a qui suivent la cuisine, il y en a qui suivent dans la chambre à coucher le soir. Il y en a une qui expliquait qu'elle suivait avec son mari parce qu'il connaissait un peu, face à la gestion de projet, des éléments sur la gestion de projet, donc vous pouvez en discuter. Une autre expliquait que dans la cuisine, elle surveillait les enfants qui étaient un peu plus loin pendant qu'elle faisait à manger, elle suivait les choses, etc., etc. Et la manière dont ils discutaient de la personne était liée finalement à l'intimité de la pièce. Et les gens avaient l'illusion d'un rapport d'intimité avec la personne qui fait le cours. C'est la même chose que les années 50, c'est quelqu'un qui est pris en vidéo, ça. Du côté du producteur, ça ne change pas grand-chose. Mais du côté de la réception, ça change tout. C'est-à-dire que la personne, elle fait ça dans son milieu, chez elle, complètement. Et l'autre point, c'est que... l'autre truc important, c'est l'effet de marque. Les gens sont très contents de pouvoir, finalement, avoir quelqu'un de Stanford, du MIT, ou de Central Lille, ou de l'ENS, ou n'importe quoi. Voilà. Il y a déjà un effet de marque, c'est-à-dire qu'on ne prend pas une formation de n'importe qui, il y a une formation qui est attestée par la marque universitaire. Mais on a ça, on l'a chez soi et on contrôle la vidéo. C'est aussi le contrôle qu'a l'apprenant. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, vous pouvez arrêter la vidéo. Ça a beau être le prof de Stanford de renommée mondiale, c'est vous qui l'arrêtez. Parce que vous êtes chez vous. Vous avez le contrôle sur ça. C'est très étonnant, c'est-à-dire que ça change complètement. On ne sait pas ce qu'ils apprennent, ça c'est un autre problème. C'est une autre question. Mais la manière dont les gens suivent ça, c'est tout à fait différent. Voilà, c'est pour bien montrer, et c'est des effets qui sont tout à fait récents. C'est l'explosion des ordinateurs portables, c'est le fait que beaucoup de gens dans nos pays sont connectés, savent faire ça très simplement, et ont pris l'habitude de l'utiliser à n'importe quel endroit. Ça invite qu'il faut des vidéos très courtes, parce que sinon ça ne marche pas. Il faut que le message soit assez simple, etc. etc. Et après, il y a cette lien qui est tout à fait intéressant. D'ailleurs, on remarque qu'avec les MOOC, c'est souvent le retour de l'enseignant, justement, pour ces raisons-là. C'est très artisanal, parce qu'on a ça, mais il y a cette espèce d'illusion de contact direct entre l'enseignant et l'apprenant. Ça, c'est assez... On fonctionne bien par illusion, c'est une illusion, je ne dis pas le contraire. Mais du moment que l'illusion est partagée, ça fonctionne comme ça. L'incidence de ça, ça, il faudra le voir après. L'autre point, d'ailleurs, sur le plan légal, c'est une autre chose qu'avait vu Jacques Walletz. Ils accusaient les jésuites, le journal, d'utiliser les technologies à la distance pour faire cours alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire en France. Donc, ils étaient en Belgique et ils faisaient cours via le téléphone portable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les mêmes choses en Corée actuellement. En Corée, le ministère a fait une législation du fait que les élèves, ils ont l'école standard et après, ils vont des cours particuliers. Et souvent très tard. Donc la loi coréenne a obligé les enfants à être rentrés chez eux avant 10h du soir. Déjà, il y a le temps. Donc ils rentrent avant 10h, ils vont dans leur chambre et ils continuent les cours par Internet. Voilà, c'est une façon aussi de contourner les lois. Mais là, vous voyez bien aussi les effets de tout ça. C'est notre vision. Voilà, je ne sais pas, je ne voudrais pas trop parler parce qu'il y a plein de choses à dire. Voilà, j'ai essayé de faire le tour de ça. Juste, peut-être pour... laisser le temps au débat. Ouais, non, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire, mais je crois que je vous ai dit l'essentiel, en gros, sur les éléments. Peut-être une définition des MOOC, parce que... ça, je vais laisser... Voilà. Pour moi, un MOOC, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer. Un MOOC, c'est ces trois choses-là. Un MOOC, c'est l'enseignement à distance. C'est vraiment l'enseignement à distance basé sur Internet et les technologies d'aujourd'hui. Ça, il n'y a aucun problème. L'autre point très important des MOOC, ce sont les réseaux sociaux de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses que vous contrôlez ou vous ne contrôlez pas. Vous pouvez très bien, c'est tout à fait légitime d'avoir de la gestion autiste pour les MOOC. C'est-à-dire de dire, il y a plein de monde qui est inscrit, donc comme il y a trop de monde, je ne suis personne. Et je réponds à personne. Vous avez le droit de le faire, c'est tout à fait légitime de le faire, en disant, les groupes ont qu'à justement s'organiser entre eux pour répondre à leurs questions. Et certains le font. Donc l'autisme est possible dans les MOOC, pas dans vos systèmes habituels d'enseignement à distance. Si on dit à l'apprenant, il se débrouille et je veux rien entendre, ça ne marche pas.
Pour les MOOC, si, enfin, jusqu'à un certain point. Donc, il y a à la fois un contrôle ou un non-contrôle, en tout cas l'existence complémentaire de tous ces réseaux sociaux qui font des choses. Et le troisième point, c'est le cadrage temporel. Ça, c'est très important. C'est le retour à l'école sur les MOOC aussi. C'est-à-dire que on va aider l'apprenant en lui cadrant ses activités, en disant le plus souvent, c'est gestion par semaine. Donc l'apprenant se débrouille comme il veut dans la semaine, mais il faut que chaque semaine, il fasse quelque chose. Et ce qui fait que pour les gens, ils se disent, voilà, la durée ne doit pas être trop longue au total. Il sait que voilà, je vais consacrer du temps, je sais que je ferai un effort, mais je suis dans le rythme qu'on m'a imposé, mais c'est parce que c'est utile. Si ça se passe bien dans ce rythme, justement, il y a des activités collectives qui se font, donc il y a une raison. Je suis un peu pris en charge d'une certaine manière, et je vais au bout parce que c'est pas trop long. Donc ce cadrage, il est extrêmement important pour l'instant. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour discuter de tout ça avec vous. On a le temps de... On ne pas le micro, c'est pas grave. On a le temps pour une nouvelle question. Très fort. Je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué, c'est l'évolution des pratiques sociales, très rapidement. Ah ouais. D'après vous, qu'est-ce qui est socialement acceptable, voire souhaitable, puisque il y a quand même un enjeu à distance de non-développement, enfin un enjeu à risque, de non-développement des compétences sociales, j'aurais tendance à dire, du vivre ensemble. C'est une question d'actualité. Et est-ce qu'on n'est pas là face à une vraie problématique de la personnalisation, de l'individualisation, des MOOC, et de faire que dans un espace de formation, il y a aussi d'autres choses qui se passent quand on est en présentiel, et jusqu'à où il faut aller et où il faut s'arrêter. Oui, c'est difficile à répondre à une telle question comme ça. Les formes qui sont derrière, elles sont nombreuses. Il y a de tout. Et les réseaux sociaux peuvent justement recréer du lien, de l'activité entre les humains, du vivre ensemble, à l'intérieur même des MOOC ou un peu à l'extérieur des MOOC. Ça arrive. Ça dépend comment on conçoit justement les MOOC. Alors sur ce plan, on a lancé une série de MOOC qui s'appelle « Enseigner et former avec le numérique », où la préoccupation est vraiment celle-là. C'est-à-dire de jouer sur l'aspect positif de l'aspect massif, c'est la diversité. Mais la diversité n'est intéressante que si elle s'exprime. C'est justement, les gens peuvent prendre contact les uns avec les autres, peuvent réagir sur ce que les gens font, etc. etc. C'est pas obligatoire. Comme c'est pas obligatoire, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Mais c'est comme quand on fonctionne avec un groupe. Ce qu'on a fait avec un groupe, ça a marché. L'année suivante, on a un autre groupe et ce qu'on faisait ne marche plus bien. C'est ces éléments-là. Après, l'enjeu, c'est peut-être d'articuler les formations, disons, nationales ou francophones ou internationales avec des formations locales. Je crois que l'avenir des MOOC dans pas mal de domaines, c'est justement cette articulation qui est fondamentale. C'est-à-dire le MOOC permet de vous baigner dans des connaissances de base, des choses que vous allez lire un petit peu partout, ça vous donne de l'information, etc., etc. Après, pour se former, il faut passer plus de temps que ce qui se passe en général sur les MOOC. Ça vous permet d'accéder à plein d'autres idées que vous n'aviez pas forcément. Et peut-être qu'après, c'est l'occasion de s'inscrire à des formations plus locales avec des formateurs en présence qui vont articuler, tenir compte effectivement des personnes qu'ils ont en face pour aller beaucoup plus loin. Et à mon avis, c'est ça qu'il faudrait arriver à penser, cette articulation MOOC, formation locale. C'est ce qu'on essaye de faire. Mais c'est pas facile, ça prend un peu de temps, c'est une construction qui n'est pas donnée d'emblée. On va essayer de faire comme ça. Alors Jacques. Oui, moi je voulais vous demander, parce que je suis moi-même un peu perplexe avec les MOOC. Je me demande vraiment si c'est un vrai concept ou si c'est pas simplement un produit marketing et où on met derrière ce terme, parce qu'il est marketing, des réalités qui en réalité sont extrêmement différentes et qui à un moment donné vont éclater en différentes choses. Mais quand on voit ce que font les grandes universités américaines, les premières grandes, parce que maintenant il y a des petites aussi qui en font, quand on voit ce qui se fait en France avec 2 zéros de moins en termes d'effectifs, lorsqu'on voit, je sais pas, Paris 10 qui fait un MOOC de philo, où les gens vont dessus comme ils vont au musée. C'est très intéressant d'ailleurs, ça marque l'appétence culturelle des gens. Et d'autres sont très professionnels. Enfin, je me demande s'il y a une homogénéité du terme MOOC, ou si ce n'est pas simplement, aujourd'hui, le terme à la mode,
Et dans nos domaines des technologies éducatives, on est tout le temps victime des modes, comme dans le domaine des technologies d'ailleurs. Et il faut, pour essayer de comprendre ce qui se passe, il faut vraiment essayer d'aller creuser derrière l'apparence mode, quelle est la réalité scientifique derrière. Je suis parfaitement d'accord, c'est vrai. Mais ça, c'est tous ces phénomènes qui ont sur le coup des projecteurs. Tous les gens vont dire qu'ils font des MOOC, quel que soit ce qu'ils font maintenant. Donc, c'est insortable. De l'autre côté, je pense que c'est l'occasion, justement, de décider de ce que nous, on veut faire des MOOC. C'est-à-dire de prendre ça et de dire, voilà, nous, on les construit comme ça. Sans, justement, en prenant autre chose. C'est un effet déjà positif, nous, côté recherche. Moi, ça fait longtemps que je travaille sur l'éducation, l'informatique ou le numérique, comme vous voulez. Il y en a d'autres que je connais bien. Ce qu'on faisait n'intéressait pas grand monde, en fait. Et tout d'un coup, ça devenait intéressant. On n'a rien changé de ce qu'on faisait, mais comme il y a un phénomène derrière qui pousse, ça nous donnait, disons, une position bien meilleure. Donc l'idée, c'est de tirer parti de cette position meilleure pour faire, justement, des mots qui sont, à mon avis, plus intéressants. Alors effectivement, il y a de tout. Le rapport anglais-français, c'est de 1 à 10, plutôt, en général. C'est ce que disait ce qu'ils ont fait à l'EPFL. Parce qu'ils ont des MOOC en français et en anglais, et pour eux, c'est un rapport de 1 à 10. L'autre rapport qui disait, c'est que c'est important de conserver le français pour tout ce qui est avant la licence. Licence, parce que la langue française va être importante, sinon on aura du mal. Pour ceux qui sont plutôt master-doctorat, eux, ils choisissent plutôt l'anglais, puisque ça devient la langue scientifique dominante. Voilà, c'est juste des astuces comme ça. Après, juste pour rigoler, moi j'avais essayé d'autres trucs, parce que c'est aussi les MOOC, c'est aussi la science ouverte, c'est aussi le fait de la science collective. Donc, des gens parlaient de ça, on fait la Massive Open Online Labs. Moi je parlais de formation et recherche intégrée pour tous en éducation supérieure. Mais c'est mieux si vous voyez comme ça. Mais c'est d'autres formes, je veux dire, c'est... Mais non, mais c'est parce que c'est pas enregistré, donc c'est pas très bien. Ça permet de jouer sur... J'avais une question relative à l'évaluation, si vous aviez étudié spécifiquement ce point. Dans une question de l'atelier précédent, justement, on relevait l'importance, la possibilité en formation à distance de suivre également l'évaluation. Et effectivement, en MOOC, en particulier dans les pays anglo-saxons, ils ont développé des plateformes dédiées aux séquences d'évaluation finale. Est-ce que c'est pas ça la perspective demain, justement de pérennisation de l'activité de MOOC et le croisement qu'on pourra peut-être trouver demain dans le développement de la formation à distance? Moi, celui-là marche peut-être, non? Celui-là, je sais pas si il marche. Ah ben, je pense que... En fait, oui, c'est peut-être un mouvement fort, justement, de découplage de la formation, de l'évaluation, justement. Comme c'est très prégnant aux USA, déjà, il y a plein de domaines où les gens risquent de faire ça. Et effectivement, quand c'est massif, vous ne pouvez pas faire de l'évaluation très facile, justement. Alors, il y a des domaines où vous pouvez faire de l'évaluation automatique, mais c'est en mathématiques, c'est en informatique, voilà. C'est là où vous avez des processus automatiques fiables. Dans les domaines, disons, de sciences humaines, etc., ça, c'est pas envisageable. Le MOOC de gestion de projet de Rémi Bachelet et compagnie, oui. Voilà, de Rémi Bachelet, je l'ai suivi. J'ai fait l'évaluation qui allait avec, les devoirs demandés n'ont pas paru si facile que ça, et nécessité pas mal de travail. Oui, mais vous savez combien on fait l'évaluation, la certification niveau avancé? Pas beaucoup, hein. On n'est plus... Le problème, c'est qu'après, il y en a une petite partie qui fait ça, mais dans ces cas-là, du fait qu'il y a... C'est comme le modèle de l'enseignement à distance qu'on connaît par cœur. C'est-à-dire que tout ça ne fonctionne que par un taux d'abandon. C'est-à-dire que le service que vous offrez, il peut être très bon, parce qu'il y a peu de gens qui restent. Si on était stable sur le fait que tout doit passer à l'échelle, ce qu'ils ont fait dans la gestion de projet ne tient plus sur la fin, justement, parce qu'il y a des choses qui ont été suivies. C'est justement où il faut faire très attention. Si on veut respecter le passage à l'échelle, c'est-à-dire que si vous avez 100 000 personnes, vous assurez la même chose, le même service, ça devient plus compliqué. Là, ce n'est pas le cas. Après, le taux ? Alors, le taux d'abandon, pour moi, n'a absolument aucun intérêt. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on change les éléments. En gros, s'inscrire à un MOOC, ça prend 2 clics et ça vous coûte 0 centime.
Donc vous allez regarder par exemple sur Fun, vous dites tiens, il y a des MOOC dans 2 mois, tiens, je vais m'inscrire, je clique. 2 mois après, vous avez n'importe quelle autre chose, vous n'avez même pas regardé le début du cours. Pour moi, c'est pas un abandon, ça. Comme tous ces, disons, le côté marketing fonctionne à plein sur le fait de communiquer sur le nombre d'inscrits. Donc quand vous communiquez sur le nombre d'inscrits, vous avez intérêt à faire inscrire le maximum de monde. Qu'ils viennent ou pas derrière, après, c'est un autre problème. Le MOOC EFAN, on a eu 11 200 inscrits. Comme on ne pouvait pas travailler que sur Fun, parce qu'on ne peut pas déposer de documents, on a ouvert en même temps Moodle, en ayant simplifié au maximum. On a eu 2600 inscrits sur Moodle. C'est un quart déjà. Donc les 3/4 d'autres, tout ce qu'ils ont pu avoir accès, c'est aux vidéos, aux quiz. C'est tout, hein. Et 2-3 choses autour, sur le forum, etc. Toutes les constructions collectives, les devoirs complémentaires, ils n'ont pas eu accès. Donc déjà, vous avez un quart. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de comprendre la notion d'engagement. C'est-à-dire, finalement, ceux qui voulaient suivre vraiment le cours jusqu'au bout et qui se sont arrêtés en route. Ça, c'est des vrais abandons. Pour l'instant, ça doit être 10-20% d'abandon, je pense. C'est plutôt ces taux-là, hein, réels. Parce que la plupart n'ont pas l'intention de suivre jusqu'au bout. Vous voyez un peu la différence. C'est ça qui est un peu délicat. Mais ils vont au bout parce que c'est quand même assez facile pour l'instant. C'est-à-dire que si on suit, sauf dans des MOOC très spéciaux qui sont très techniques, et là, vous êtes vite noyé. Donc là, il y a un désaccord entre ce que vous avez compris à l'inscription et ce qu'ils vous proposent, notamment dans les MOOC très techniques. Mais dans les autres, dans les MOOC culturels, par exemple, oui, ou dans ce qu'on fait, il n'y a pas trop forcément de trucs. C'est pour ça que c'est difficile. Hein. Alors sinon, les gens disent habituellement, voilà, entre le nombre d'inscrits et les trucs, c'est de l'ordre de 5%. Mais dans le MOOC EFAN, on a dit dès le départ que tout était légitime. Si les gens voulaient regarder 2 vidéos, regardaient 2 vidéos. Si vous voulez regarder plus, etc., etc. Les gens ont fait l'expérience d'un certain nombre de choses. Il est resté pas mal de monde pour faire des activités qui prenaient pas mal de temps. Après, quand on essaye d'interroger les gens, moi j'en ai trouvé très peu qui allaient jusqu'au bout. Il était trop long, donc beaucoup de gens sont arrêtés vers la semaine 4. On a laissé ouvert, donc les gens venaient après. Il y a des gens qui étaient intéressés par tel aspect, qui n'étaient pas du tout intéressés par tel autre, qui ont fait ceci, qui n'ont surtout pas fait cela. C'est tous différents. Donc c'est très difficile après. Et l'abandon n'avait pas de sens. On voulait qu'ils montent des projets. On n'a pas des capacités à suivre l'ensemble des projets. Certains l'ont fait dans le cas du MOOC comme ça. D'autres nous ont dit, voilà, nous on est montés à plusieurs, maintenant le reste du MOOC on s'en fiche, on va travailler ensemble. Ils ont le droit, hein. Tout ça c'est compliqué. Il n'y a pas une seule façon de voir, et peut-être ça va petit à petit se clarifier en ayant des types de MOOC extrêmement différents. Voilà, pour l'instant l'environnement il est trop mélangé. Et ce qui est en train de... Le type de MOOC qui est en train de finalement bien se spécialiser, c'est le MOOC pour l'entreprise. C'est-à-dire comme, en gros, 4/5 des gens qui fréquentent les MOOC sont des gens qui sont diplômés, hein, qui ont au moins une licence, et très souvent, c'est plutôt des MOOC de formation professionnelle. C'est ça le public, hein, c'est pas le public des étudiants. Donc dans ces cas-là, ils veulent soit du MOOC culturel, soit comprendre une innovation, soit plutôt acquérir de nouvelles compétences et peut-être de changer leur place dans l'entreprise ou chercher un autre travail. Dans ces cas-là, les choses sont très différentes. Et une entreprise peut avoir intérêt à faire un MOOC dans le sens, on s'associe à un MOOC ouvert, donc ça règle un petit peu les choses générales pour tout le monde, et à le compléter par une autre formation, pas forcément de type MOOC, mais réservée à ses employés. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place, et à mon avis, tout à fait intéressantes. Je prends une dernière question, parce qu'il est 5 heures, on va partir en atelier. On va t'as le chic pour poser les questions au dernier moment, Jean. Hein. Moi, je sais pas, non, donc les moules et frites, ça fait... Moi, je voulais plus réagir sur la première partie de votre intervention, sur les évolutions de la technologie. J'aime pas dire que la technologie évolue, c'est pas Skynet, et finalement c'est ce qu'on en fait qui évolue, ce sont les tendances, les marqueurs des tendances qui sont intéressants, notamment dans l'usage qu'on en fait. Et ce que vous disiez tout à l'heure, on est de plus en plus sur des tendances qui sont sur la rapidité, la dimension éphémère. Après tout, Snapchat peut être un facteur d'enseignement également. Et est-ce que le vrai jeu, plutôt que partir sur des cours massifs, etc., ne serait pas plutôt de réussir à concevoir des méthodes d'enseignement qui travaillent sur l'éphémère et sur la dimension courte, parce que c'est vrai que le mobile, la tablette, on s'en sert, les apprenants s'en servent pas lorsqu'ils sont dans leur bus, leur machin, etc., mais parce que ils vont pas prendre un téléphone pour lire une vidéo de 10 minutes ou une page ou 10 pages de contenu, mais si on arrivait à travailler sur des contenus plus courts et adaptés à ces nouvelles technologies et aux nouvelles tendances, on ne serait pas plus pertinent dans nos méthodes.
Jean, tu veux poser ta question quand même? En fait, en vous entendant, au-delà des moules et des frites que j'aime bien, les technologies ouvrent une diversité et plein de situations différentes dans lesquelles justement la dimension individuelle et collective peut être mise à différents niveaux et qui du coup redonne du pouvoir à l'apprenant pour choisir si c'est l'individuel ou le collectif qui va choisir pour se consolider dans l'apprentissage. Aujourd'hui, le FFOD travaille pour quitter le concept de FOAD, même si on a le décret de FOAD, pour aller vers un concept de formation multimodale, la multimodalité, plusieurs modalités pour apprendre seul ou à plusieurs. Et je trouve que votre présentation, elle montre bien que plus les technologies se développent, et plus on ouvre différentes possibilités pour que l'apprenant, dans la situation où il est, puisse choisir si c'est chez lui, à l'entreprise, à l'université ou ailleurs qu'il veut apprendre et se mobiliser pour apprendre. Pour la première partie, alors sur Snapchat ou des choses comme ça, oui, mais c'est qu'une partie des formations à faire. À mon avis, il ne faudrait pas se tromper. Il y a des aspects de formation qui sont sur des choses beaucoup plus complexes et qui demandent du temps. Et la formation, c'est aussi le temps. Hein. C'est d'aller plus loin. Snapchat, c'est un bon exemple. J'ai une étudiante de M1, parce que je leur demande une étude dans un truc. Elle a regardé Snapchat, elle a plusieurs utilisateurs. Effectivement, vous n'avez aucune garantie que la photo que vous envoyez soit bien détruite. Et au contraire, quand vous regardez vraiment, c'est pas détruit. Ce qui est assez étonnant, c'est que les utilisateurs sont tous à peu près conscients de ça, mais refont le discours publicitaire en disant voilà, c'est bien enlevé, en sachant que c'est pas tout à fait vrai. C'est étonnant notre monde moderne, où en fait on prend des risques en ayant à moitié conscience, et finalement on fait comme si on ne le savait pas. Enfin, c'est bizarre ça, et ça montre bien que montrer les dangers, ça n'a aucune espèce d'importance parce que les gens en ont un peu conscience, mais font comme si ils n'existaient pas. C'est très étonnant, hein, ce truc-là. Donc, je pense qu'il faut aller. Au contraire, il y a un aspect de formation qui peut aller là-dessus, mais il y a un autre aspect qui est à l'opposé total de ça, justement, qui est justement obligé à sortir de son environnement quotidien et voir les choses ailleurs, les confronter, les voir de manière collective. Ça, c'est très important. Dans FAN, on avait fait un dépôt d'instruments, c'est-à-dire chacun prenait un truc sur Internet. Il y a plus de 1000 instruments déposés. Donc ces choses, vous ne le faites pas dans une formation standard, ça. Vous le faites à distance. Vous le faites avec du nombre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas les vrais instruments pour coordonner bien tout ça. Mais c'est vraiment nouveau, c'est-à-dire que les gens se disent, je mets ma petite pierre, mais comme je suis dans un monde où il y a plein de gens, on va faire émerger autre chose. Et ils vivent ça. C'est-à-dire qu'on a une expérience dans le cadre de la formation. C'est ça qui est intéressant. Alors, juste pour vous dire là-dessus, MOOC et FAN, on a fait un EFAN standard et on l'a complété par 3 MOOC. Un en maths, un en langue et un en formation d'adultes. Il y a des gens qui ont fait le MOOC et FAN qui sont là, qui pourront vous renseigner. Donc, Alain Villaume et Nonek. Et voilà. Ils vont vous expliquer. Ils l'ont fait. C'est un MOOC très intéressant de 4 semaines. Ils ont eu plus de 4800 inscrits. Donc il y a eu du monde et c'est tout à fait intéressant de regarder tout ça. Et vous avez ceux qui l'ont fait. Bon, allez, je gère le dépassement. Dernière question. C'était pas vraiment une question. Si, une question. Quand les premiers MOOC sont arrivés en France, je dirais que et même dès la préhistoire du MOOC était le MIT, qui n'appelait pas encore MOOC, mais c'était déjà du MOOC avant que le mot existe. Il y a eu de la part, je dirais, de la communauté, si on peut dire, des technologies éducatives en France, une attitude assez, pour le moins, réservée. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que c'était partagé par les Américains. Et que dans les plus grandes universités, Stanford, je crois, à côté des gens qui ont fait des MOOC, peut-être 2 étages au-dessous, je ne sais pas, il y a les meilleurs spécialistes du monde de technologie éducative, mais qui n'avaient pas du tout été dans le coup du lancement des MOOC, qui quelque part ont été la revanche des contenus. C'est-à-dire, c'était la richesse du contenu, un prix Nobel, un type, qui faisait que dès lors que c'était un tel contenu, on pouvait se passer de faire de la pédagogie autour, à la limite. On envoyait ce que le super savant avait à dire. Alors évidemment, ça a évolué depuis les MOOC, mais on a eu une réaction très frustrée un peu, parce que avec tout ce qu'on pouvait faire maintenant en technologie éducative, et que les plus grandes universités du monde, qui sont aussi les meilleures dans ce domaine-là, ne les utilisent pas, comme quoi le marketing, c'est pas... Ouais, mais
On a vu les gens de Stanford, certains. Je veux dire, c'est difficile, hein, il n'y a pas toujours un discours unique derrière ça. Et en gros, eux, ils sont très intéressés aux MOOC. Et le premier avantage des MOOC, c'est que ça améliore la formation en présence. C'est-à-dire qu'ils utilisent ce qu'ils font pour les MOOC, mais comme la formation à distance est très utilisée dans la formation en présence, c'est le même dispositif. L'autre chose qu'il a dite, c'est que aussi, ça augmente l'expérience d'apprentissage des gens qui sont sur le campus de Stanford. Avoir du forum avec d'autres apprenants ailleurs dans le monde, je suis venu avoir accès aux indigènes quand on est les meilleurs du monde. Voilà, c'est bien, ça leur donne une ouverture plus internationale. Elle l'a pas dit comme ça, mais je traduis, disons. Donc c'est assez compliqué ce phénomène. C'est pour ça qu'on peut le prendre de plein de façons différentes. C'est extrêmement complexe. Et comme tout le monde en parle tout le temps et met derrière ce qu'il veut, on ne pourra pas s'en sortir. Le tout, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'on en fait nous? Qu'est-ce qui se passe derrière ça? On va essayer de comprendre ce qui se passe aux US, mais en même temps, et si on doit voir ce phénomène en France, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le transforme? Et quel type de MOOC on va créer maintenant? Peut-être qu'on changera de nom, mais ça, c'est secondaire.